Ce 2 septembre, 8h30, c'est l'heure de la rentrée pour les 109 collèges publics de Seine-Maritime et notamment pour le collège André Gide ici à Goderville. Et oui, c'est aussi la rentrée pour nous. Bienvenue pour un nouveau numéro de 76 Le Mag, votre magazine tout en images du département de la Seine-Maritime. Nous sommes à Goderville et nous allons accompagner la rentrée des élèves et des professeurs du collège André Gide qui va vivre sa 2e année sur ce site provisoire avec une hausse significative des élèves. Nous ferons le point sur cette rentrée avec la principale du collège, Olivia Laredo, et nous ferons aussi un point sur l'avancement des travaux de reconstruction du collège à quelques mètres d'ici avec Steven Kergourlet, qui est chef des opérations à la direction des collèges et de l'éducation. Vous l'aurez compris, on va parler beaucoup éducation et rentrée scolaire, mais pas que. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de votre magazine. Au sommaire ce mois-ci, reportage, nous partirons à la découverte de la source ferrugineuse du bois de l'Épinay avec un guide un peu spécial, une artiste peintre, Elvine Comlet. Talent d'ici à 43 ans, Marie-Laure Lepage a décidé de devenir spécialiste dans la fabrication de carreaux de ciment, devenant en 1 an la seule femme en France à pratiquer ce savoir-faire. Carnet d'expo, ce mois-ci, nous amènera dans les jardins de l'abbaye Saint-Georges où une artiste plasticienne, Michel Trotta, a créé une œuvre environnementale éphémère inspirée par la thématique des céréales. Et enfin, l'info travaux, ce mois-ci, est consacrée à la construction d'une demi-pension à Bacqueville-en-Caux et au chantier de sécurisation du pont de Bretonne. Comme je le précisais, c'est la 2e année consécutive que l'on effectue ici la rentrée scolaire dans ce site provisoire pour ces élèves de 6e. C'est une première. Ils sont d'ailleurs plus nombreux cette année au collège André Gide, qui ne comptera pas 6, mais bien 7 classes de 6e. Nous verrons avec notre invitée Olivia Laredo, principale du collège, l'impact que cela a eu sur la préparation de la rentrée. Mais avant, je vous propose de prendre la direction de l'abbaye Saint-Georges à Saint-Martin-de-Beaucherville pour découvrir le travail d'une artiste plasticienne missionnée par le département pour réaliser une œuvre environnementale éphémère inspirée sur la thématique des céréales. Zone critique, les œuvres environnementales de Michel Trotta, c'est le carnet d'expo de ce mois-ci. Dans les jardins de l'abbaye Saint-Georges, les jardiniers sont en action et prennent plaisir à entretenir et façonner les différents espaces. Depuis février, une artiste plasticienne est venue se mélanger à eux en apportant sa vision artistique et environnementale sur la thématique des céréales. Généralement, in situ, je suis une artiste qui intervient dans des lieux naturels et en extérieur. Donc la première visite, elle est toujours importante. Et lors de ma première visite, la première intuition à laquelle je me fie, c'était que la question des céréales, je n'allais pas la travailler uniquement dans sa partie visible, mais dans sa partie invisible. Et du coup, ça renvoie aux racines que nous ne voyons pas, qui sont vraiment un peu le cerveau de la plante et qui ne peuvent pas être appréhendées visuellement. J'ai donc développé mon projet alors à la fois sur le site, en plantant des céréales anciennes qui ont été plantées par l'association Triticum et en travaillant de manière très expérimentale dans l'atelier autour de 2 systèmes racinaires, le système racinaire du blé et le système racinaire de l'orge. Donc le résultat, c'est à la fois un travail où on voit des blés développés sur le site selon deux formes, l'une circulaire, l'autre carrée, et au centre desquels se trouvent 2 tapis racinaires réalisés dans l'atelier. Comme tout artiste environnemental, Michel Trotta a dû s'adapter aux caprices de la nature et notamment à la pousse insuffisante des blés. Ma question a été, qu'est-ce que je fais? Et l'idée a été non pas de cacher la misère, mais de montrer, mais en la sublimant et en fabriquant de faux épis de blé qui viennent montrer le manque. Voilà, l'idée c'est de montrer ce qui a manqué, les blés qui n'ont pas poussé à travers de faux blés. Et je me sens plus chanceuse en tant qu'artiste parce que effectivement je peux trouver d'autres, enfin en tout cas plus chanceuse qu'un céréalier qui se trouve face à une culture comme celle-là.
a eu 9 mois pour travailler. Moi, je pense que le département, quand il peut offrir ça à un artiste, c'est quand même très bien. C'est-à-dire on n'est pas dans l'immédiateté, parce que la vie d'un jardin, c'est pas l'immédiateté. C'est pas je prends un truc, je fais zoom et après c'est fini. Non, voilà, Michel va continuer son travail, elle va repartir avec, et puis nous aussi, on va grandir à ses côtés, quoi. Il est possible de venir découvrir cette œuvre environnementale, évolutive et éphémère jusqu'au 30 novembre 2024. Se retrouve toujours au collège André Gide à Goderville en compagnie de la principale de collège, Olivia Laredo. Olivia Laredo, bonjour. Bonjour. L'annonce est intervenue en début du mois de juillet, indiquant que vous alliez avoir une classe supplémentaire, une 7e, 6e. Est-ce une bonne nouvelle et quel impact ça a eu pour la préparation de la rentrée ? Effectivement, c'était une très bonne nouvelle puisque nous avons 188 élèves qui rentrent en 6e et du coup, il nous fallait absolument pouvoir au moins être à 28 par classe. Et donc, on a ouvert une 7e classe et ça nous a permis après, comme conséquence, de revoir bien sûr les enseignements, revoir la répartition des enseignements avec les professeurs qui étaient encore dans l'établissement. Et du coup, ça fait à peu près 27-28 élèves par classe et on a dû revoir le nombre de groupes, 9 groupes, 21 élèves par groupe et enfin avec les services du rectorat et de l'inspection académique, on a veillé à ce que les enseignants soient bien présents en face des classes et puis ensuite la présentation en conseil d'administration de fin d'année. C'est votre 16e rentrée de votre carrière, mais la 2e ici, dans des conditions particulières. La 4e ici. La 4e ici, oui. Pardon, puisque vous allez donner des cours donc dans un établissement provisoire en préfabriqué à quelques mètres des travaux de reconstruction. Mais pour ces 6e, c'est une première. Comment vous avez géré cet accueil justement aujourd'hui, ce lundi 2 septembre ? Alors c'est un accueil particulier puisqu'il n'y a que les élèves de 6e qui sont là, de sorte à ne pas être noyés parmi la masse d'élèves, puisqu'on a 640 élèves. Et on a pris soin de leur faire connaître leur professeur principal, de faire visiter les bâtiments, de les faire accueillir par les surveillants, puisque chaque classe aura en gestion, aura en référence un surveillant. Et également accueillir les parents, c'est aussi important. Et puis cette journée, c'est un peu aussi une redite puisqu'ils ont déjà découvert aussi le collège au mois de juin, où on les a accueillis seuls, où on leur a offert des ateliers avec les professeurs des écoles, avec nos enseignants. Et du coup, ils sont déjà un petit peu plus à l'aise. Et là, aujourd'hui, quelque part, on parachève le fait qu'ils soient dans les meilleures conditions et de sécurité aussi et de bien-être pour eux. Vous l'indiquiez à l'instant, vous avez aussi tenu à accueillir les parents. Les parents sont un peu inquiets quelquefois là, de par les conditions dans les cours vont être donnés. Oui, ils sont inquiets déjà par rapport à la structure. Qu'est-ce que c'est une structure provisoire ? Le fait qu'on ait déjà, nous, un an d'expérience dans cette structure, on est à même de les rassurer sur... c'est vrai qu'il y a un cheminement d'à peu près de 600 mètres à faire entre l'entrée des élèves et leur arrivée au collège. Eh bien, on les rassure, il y a un chemin balisé, il y a un chemin qui est surveillé par vidéoprotection. Nos surveillants ont également des trottinettes pour aller plus vite d'un endroit à l'autre s'il y avait urgence. Il y a des conditions idéales d'enseignement puisqu'on a des grandes salles informatiques, on a des salles de réunion pour accueillir les parents. Donc vraiment, on a des espaces plus propres, plus clairs, mieux chauffés par rapport à la structure ancienne qui avait plus de 50 ans.
Donc vraiment, cette première réunion, en fait, c'est vraiment un premier contact où on noue la confiance avec les parents et on veut leur dire qu'on est partenaire tout au long des 4 années que vont vivre leurs enfants dans l'établissement scolaire. Et merci Olivia Laredo de nous avoir reçus et puis je vous souhaite une bonne rentrée. Avant d'aller sur le chantier de reconstruction du collège situé à quelques mètres d'ici et de faire un point sur les travaux avec Steven Kergourlet, chef des opérations de la direction des collèges et d'éducation. Je vous propose direction Bacqueville-en-Caux et le pont de Bretonne. C'est l'info travaux de ce mois-ci concocté par Christophe Auger. Nous sommes à Bacqueville-en-Caux au collège Guy de Maupassant où nous avons entamé la construction de la nouvelle demi-pension qui va offrir aux élèves pour la pause méridienne un équipement digne de ce nom parce que la demi-pension actuelle date de la construction du collège. Nous allons également avoir un bâtiment qui va abriter les tables de ping-pong juste derrière. Actuellement, nous sommes en finition de gros œuvres début de charpente et c'est donc un équipement qui sera livré en avril 2025. C'est un chantier de mise en sécurité préventive. Donc on fait tomber les petits morceaux qui pourraient se décoller du pont, les petits morceaux de béton qui pourraient se décoller du pont avec des moyens de nacelle négative de manière à sécuriser au maximum et à atteindre le minimum de risque de matériaux de chute. Voilà. Donc ici on est au-dessus de la zone de Révima et la zone de la route départementale 982. Donc ce sont des zones très fréquentées et pour cela on porte une attention toute particulière à tout ce qui pourrait tomber du pont. Cette opération se déroule sur une semaine, 2 jours, de 8h à 18h. Il n'y a quasiment pas de gêne pour le public, pour les usagers, mais la circulation sur le pont est restée continue. Donc les compagnons, pour réaliser les purges, ils sont toute la journée avec les bras en l'air. Ils ont un matériel spécial, c'est assez nouveau, ce qu'on appelle un exosquelette, qui permet de soulager les bras quand on est en position haute. L'exosquelette vient reporter la charge qu'il y a dans les bras sur les hanches. Impressionnant cet exosquelette pour favoriser la qualité de vie au travail. Nous sommes devant le futur collège André Gide en cours de reconstruction. Les travaux continuent. On va faire le point avec le chef des opérations à la direction des collèges et de l'éducation, Steven Kergourlet. Steven, bonjour. D'abord, pouvez-vous nous redéfinir un peu les différentes étapes de la reconstruction ? Bonjour. Alors donc le projet de reconstruction du collège André Gide de Goderville fait partie du plan Ambition Collège de la direction des collèges, le plan Ambition Collège 2017-2024. C'est un projet qui est en étude, dont les études ont commencé en 2017 avec la programmation des besoins. Les études d'architecture se sont déroulées en 2020, à partir de 2020. Et là, on a commencé les travaux en 2023. On a commencé les travaux par une première phase qui était l'installation du collège provisoire. Vous avez fait la rentrée ce matin pour permettre de libérer ce collège-là, démolir les bâtiments de l'ancien collège en partie. On a gardé la demi-pension et la SECPA en fonctionnement pour l'instant et donc permettre la reconstruction de ce nouveau collège. On aura à la rentrée de 2025 le déménagement du collège provisoire dans le nouveau collège et une dernière phase de travaux qui consistera à démolir les bâtiments restants
construire les parkings, les infrastructures VRD pour la demi-pension et les parkings enseignants et les logements de fonction. Quelle a été l'étape la plus difficile? On n'a pas vraiment d'étapes difficiles, on a des étapes sensibles sur ce projet, c'est surtout les déménagements. Par exemple, le premier déménagement qu'on a réalisé à l'été 2023 pour la rentrée de septembre de l'année dernière, c'est un point sensible où il faut être vigilant et réactif. On va avoir ce même point sensible à la rentrée de septembre 2025 quand on va déménager. Avez-vous employé des techniques particulières, utilisé des matériaux particuliers? Alors on n'a pas vraiment employé de techniques particulières, par contre c'est un projet qui fait une part belle au bois et aux matériaux biosourcés. C'est le premier collège qu'on construit nous avec une structure mixte bois-béton. On le voit derrière nous, on a des structures de poteaux et de planchers du premier étage qui sont en bois. On aura les façades qui arrivent à la fin de la semaine, des façades à ossature bois préfabriquées qui viendront aussi fermer le bâtiment. Aujourd'hui, nous sommes en septembre 2024. Où en êtes-vous des travaux? Alors là, on voit que ça avance. C'est le gros œuvre qui est en train de se finaliser. Il sera finalisé le clos couvert du bâtiment, c'est-à-dire les façades, les fenêtres, les menuiseries extérieures seront réalisées d'ici la fin de l'année pour permettre l'intervention des corps d'état secondaires, la finition, les plaquistes, les peintres, les électriciens. Une reconstruction, c'est bien sûr des travaux qui ne sont pas anodins pour le département. Non, c'est un coût de 25 millions d'euros sur cette opération. C'est des travaux qui sont longs. On a commencé en février 2023 avec le collège provisoire et on finira certainement premier semestre, voire milieu du deuxième semestre 2026 pour la fin des logements de fonction. C'est du temps, c'est aussi une organisation importante à avoir avec le collège parce qu'on les dérange un petit peu quand même dans leur fonctionnement. Donc eux aussi, ils font part de beaucoup de tolérance et d'accompagnement aussi. On les accompagne, ils nous accompagnent dans ces travaux. Merci beaucoup Steven d'avoir fait un point précis sur ces travaux et on peut rassurer bien sûr, notamment la principale, que le collège sera bien livré courant juillet et bien sûr on va pouvoir assurer ici la prochaine rentrée scolaire ici dans ce nouveau collège André Gide. Je vous propose maintenant de découvrir le savoir-faire d'une jeune femme. Marie-Laure Lepage, à 43 ans, a décidé de se spécialiser dans la fabrication de carreaux de ciment. Et en un an, elle est devenue la seule femme en France à exercer ce métier d'art. C'est le talent d'ici de ce mois-ci, découvert par Christophe Auger. Pendant plus de 20 ans, j'ai travaillé en tant que diététicienne dans différents secteurs. J'ai voulu changer ma vie et faire quelque chose de mes mains, faire quelque chose de concret, travailler la matière. Je me suis renseignée sur les carreaux de ciment. J'ai vu que c'était un savoir-faire français qui a été breveté en France, en Ardèche. Donc j'ai pris contact avec mes confrères, un en France et après des Marocains et des Portugais. Et j'ai fait une formation et j'ai eu un coup de cœur pour ce métier. Alors, il y a plusieurs étapes pour la fabrication d'un carreau. C'est déjà la préparation des pigments, des couleurs, donc des différentes couleurs. Donc 2, 3, 4, 5 selon le carreau demandé. Je dose mes pigments, je mélange à ma première couche blanche avec de l'eau, avec une texture bien particulière. Et je choisis le motif que les clients m'ont demandé pour le fabriquer. La deuxième étape, je vais à la presse et je fabrique mon carreau et je remplis toutes mes cases, toutes les cases de mon diviseur avec les différentes couleurs. J'enlève le diviseur, je mets les deux couches. La première couche fine qui va permettre de figer les couleurs et la deuxième couche qui est un mortier sec.
tampon par-dessus et après je glisse sous la presse. Ce qui va permettre à l'eau des pigments de remonter dans toute l'épaisseur du carreau de ciment. La troisième étape, c'est le démoulage. C'est l'étape la plus délicate parce que le carreau est friable. Donc je démoule mon carreau, je le mets à plat pendant une journée. Et la dernière étape, la quatrième étape, c'est le séchage. Je mets mon carreau à cheval sur un séchoir et après je le laisse sécher pendant 3 à 4 semaines. Bonjour. Bonjour. Alors, voilà. Voilà vos carreaux. Donc ils sont tous là. Les petits conseils de pose et d'entretien dedans. Et puis mon petit cadeau personnalisé. Merci. Merci à vous. Notre émission touche bientôt à sa fin. Je vous propose de prendre un bon bol d'air en forêt et de partir à la découverte de la source ferrugineuse du bois de l'Épinay avec comme guide une artiste peintre, Elvine Comlet. Une promenade autour de l'usage historique du fer et des tanins avant de finir avec une séance de dessin et de peinture à l'encre des moines. En plein cœur du bois de l'Épinay coule une petite rivière pas comme les autres. Sa couleur orangée est le marqueur d'une eau chargée en fer. La source ferrugineuse, répondant au doux nom de la Chevrette, produit cette eau depuis 1575. Un lieu qui facilite l'inspiration pour la peinture. Elvine Comlet, une artiste spécialiste de la peinture naturelle, a convié quelques novices à s'exercer sur une feuille de papier imbibée d'une base de décoction de noix de Galles qui réagit au bout de quelques secondes au sulfate de fer apporté par le pinceau. J'adore la forêt, trop beau. C'est la première fois que je fais ça, de peindre en pleine nature là. En général, je m'essaye sur des gens qui ont déjà peint en fait. J'essaie de copier. Peut-être l'encadrer quand même. Hein. Peindre de cette manière-là, c'est vraiment inspirant. Ah, c'est très agréable. Et puis oui, on est au milieu de la nature. C'est très chouette. Vous avez déjà peint avec ce type d'encre? Jamais. Et je ne suis pas douée du tout en dessin. C'est une première expérience. On peut dire que vous êtes, Carole, au plus près de votre modèle, c'est ça? Qu'est-ce que vous dessinez là? Qu'est-ce que vous peignez plutôt? Une écorce de bouleau. C'est ce qui vous a inspiré aujourd'hui? Oui, tout à fait. Pourquoi? Pour la beauté du motif, essentiellement. Je m'éclate là. En fait, c'est ça, c'est en s'amusant qu'on arrive à produire des choses. Le plus difficile, c'est quand on aborde le dessin en se mettant énormément de pression et de façon très scolaire, en pensant qu'on va relever un défi. Puis surtout, on est dans un groupe où on ne se connaît pas les uns les autres. Donc avec l'idée que, mine de rien, les gens vont voir ce que j'ai fait, alors si c'est raté, la honte. Alors que quand on lâche complètement prise avec tout ça et qu'on se met à expérimenter, vous avez des jolies textures là. Vous avez dû prendre des végétaux, faire des petits tapotements. J'ai essayé les feuilles, j'ai essayé la mousse. C'est très bien. Plein de choses que je ne peux pas faire en fait avec mes peintures. Avec les peintures naturelles, je ne peux pas faire des glacis comme avec de l'aquarelle. Enfin, ça me prive de plein de choses. Et donc il faut que j'explore pour en découvrir d'autres qui vont faire qu'au final elles seront quand même plus intéressantes que ce qu'on trouve dans le commerce. Donc ça m'oblige à faire des tests, à évidemment rater plein de choses. Et puis sur 10 ratés, il va y avoir un truc intéressant. Des fois c'est 2 cm² sur la feuille, mais qu'on va pouvoir réutiliser pour autre chose. Et puis c'est comme ça qu'on avance et qu'on progresse. Hein. Je dis tout le temps à mes élèves dans mes cours, il faut beaucoup rater pour réussir dans tous les domaines, quelle que soit la discipline. Il faut tâtonner, il faut expérimenter. Sinon, on fait le même dessin toute sa vie. J'aime beaucoup et en fait, on pulvérise du sulfate de fer sur la feuille de fougère. Ça donne
et l'empreinte. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Il est encore possible de participer à des sorties nature comme celle-ci, organisées par la direction de l'environnement du département. Toutes les infos sont sur le site seine-maritime.fr, rubrique sorties nature. Notre émission est terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de 76 Mag. D'ici là, portez-vous bien.